Bon écoutez, je suis un petit peu étonné aujourd'hui, je viens de tomber sur quelque chose à propos de l'explication derrière le fait que le prix de Bitcoin, d'une part, ne cesse de monter depuis toutes ces années et d'autre part, explique cette fameuse cyclicité de montée et de baisse des prix du Bitcoin. Toutes ces années, je pensais que c'était à cause des cycles des halvings qui finalement donnaient le rythme, impulsaient le rythme des bulls et des bear markets. Peut-être qu'on s'est planté, peut-être qu'on est complètement passé à côté de quelque chose de plus puissant et de plus évident. Et j'aimerais vous exposer aujourd'hui cette théorie. C'est parti. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sylvain Marche, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de Stradogy, la plateforme francophone leader dans l'éducation, l'accompagnement et les signaux de trading d'investissement sur les crypto-monnaies. Avant de commencer, pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir gratuitement ces vidéos chaque semaine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener sur un site qui s'appelle bgeometrics.com. On mettra le lien en description, qui présente Bitcoin et une autre métrique qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui sous un angle que je n'avais jamais vu avant, qui est assez étonnante, intrigante et qui potentiellement pourrait nous faire un petit peu remettre en question la vision des choses, notamment par rapport à la théorie dominante majoritaire qui consiste à penser que les montées et descentes successives du prix du Bitcoin au fil du temps sont entre guillemets dirigées, impulsées par les halvings qui ont lieu tous les 4 ans et qui voient la récompense offerte aux mineurs de Bitcoin divisée par 2 à cette occasion. Et cette cyclicité de 4 ans dirige la fameuse cyclicité de montée et de redescente de 4 ans des prix du Bitcoin. Alors évidemment, la réalité est un petit peu plus nuancée que ça et il n'y a pas non plus un consensus absolu sur le fait que c'est que ça et uniquement ça qui dirige les prix du Bitcoin. Mais c'est quand même la théorie majoritaire et l'élément, on va dire, qui est le plus mis en avant quand on essaye de comprendre cette alternance dans les cycles. Aujourd'hui, sur le site donc de bgeometrics, j'aimerais vous présenter le M2. Alors le M2, je sais, on en a déjà parlé, c'est un indicateur qui permet d'estimer tout simplement les liquidités en circulation dans un pays donné ou dans le monde entier. Et évidemment, ces liquidités, en fonction des politiques des banques centrales, elles vont avoir tendance à augmenter, ralentir, voire même carrément baisser. Donc commençons l'étude de ce graphique par l'affichage du Bitcoin. Donc là, on n'a pas un affichage complet, on a un affichage depuis environ 2013, mais c'est suffisant pour étudier la relation entre le Bitcoin et l'indicateur que je vous présente maintenant, qui n'est pas le M2. C'est construit sur le M2, mais ce n'est pas le M2. Une fois qu'on a ça, on le connaît tous le Bitcoin, donc je ne vais pas revenir plus que ça en détail dessus. On voit les montées et descentes successives et la fameuse cyclicité de 3 ans de montée, un an de baisse, 3 ans de montée, un an de baisse, etc. Ajoutons par-dessus le M2 mondial, parce que le M2, ça pourrait être le M2 des États-Unis, le M2 de l'Europe, le M2, etc. Donc là, le M2 mondial, c'est tout simplement l'addition du M2 de toutes les économies, en tout cas des principales économies mondiales. On fait la somme et on peut constater qu'on a de plus en plus d'argent liquide en circulation, et bien tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui est mis en circulation. Alors évidemment, on a des périodes de stabilisation, on a des périodes où ça monte doucement, on a des périodes où ça monte plus vite, en fonction évidemment des politiques monétaires des différents pays et zones économiques. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment de grande surprise et on peut constater que globalement, le Bitcoin monte finalement à peu près un rythme similaire à celui du M2 et on voit quand même des courbes qui ne sont pas évidemment complètement superposées, mais quand même assez similaires. Et une fois qu'on fait ce constat qu'il y a une forme de similarité, eh bien, on peut faire le constat de se dire, mais si on regarde les choses un petit peu plus en détail et que, comme je le disais il y a quelques instants, on se rend compte qu'il y a des moments donnés où ça monte vite, et des moments donnés où ça stabilise, des moments donnés où ça monte plus doucement, et
qu'on allait regarder non pas l'évolution de la quantité totale d'argent liquide en circulation, mais sa croissance au fil du temps. Donc justement pour estimer les moments où ça monte vite et les moments où ça monte moins vite, puisque grosso modo ça ne fait quasiment que monter tout le temps. Et là on va pouvoir afficher le M2 Growth Year to Year, donc la croissance annuelle de à quel point la quantité d'argent en circulation monte plus ou moins vite. Et là, on a ce fameux indicateur de croissance du M2 qu'on voit ici, soit en vert quand la croissance est positive, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'argent en circulation, ou en orange quand elle est négative, c'est-à-dire les rares moments où on a une baisse de la quantité d'argent en circulation, donc on a une décroissance. Mais dans la plupart du temps, on voit que c'est positif et on voit à quel point cette croissance est importante ou pas. Donc il y a des moments donnés où on va avoir une croissance autour de 5%, 5-6%, comme c'était le cas en 2013, 2014, des moments donnés où ça accélère jusqu'à 13%, et le pic de la décennie qui était à 20% et qui correspond tout simplement à la période post-Covid où il a fallu relancer les économies. Et là, ce qu'on voit ici, c'est en fait une sorte d'oscillateur, hein. C'est une sorte finalement de RSI du M2, d'accord? Et là, ça commence à devenir très intéressant puisque on peut constater que les périodes où la croissance est très importante correspondent systématiquement au moment où la croissance de Bitcoin, donc aussi sa vitesse finalement d'augmentation du prix, est aussi la plus importante. Et inversement, quand cette croissance se met à décliner fortement, voire même passer négative, on peut constater que ça correspond aussi tout simplement au moment où le Bitcoin baisse. Et donc finalement, cette théorie un petit peu contrariante de l'opinion majoritaire qui est de dire le prix de Bitcoin monte parce que l'émission de Bitcoin baisse au fil du temps, on est sur une thèse qui est globalement juste, mais finalement qui n'explique pas si bien que ça. Pourquoi est-ce qu'on a des moments où le prix de Bitcoin monte doucement, des moments où le prix de Bitcoin monte fortement et des moments où le prix de Bitcoin descend avec une cyclicité qu'on a pu observer de 4 années depuis finalement quasiment les débuts de Bitcoin, en tout cas sur les 10 dernières années. Donc oui, le fait que la quantité de nouveaux Bitcoin émis, donc son inflation baisse tous les 4 ans, ça explique pas uniquement, mais en partie le fait que globalement le prix monte. Ça explique le fait que la valeur de Bitcoin soit plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 5 ans ou 10 ans, mais finalement pas tant que ça, ou pas uniquement, pas autant peut-être qu'on pourrait le penser, sur ces variations plus locales. Et là, c'est extrêmement intéressant de constater que si on superpose l'évolution du prix de Bitcoin et les moments où il monte un peu, beaucoup, ou au contraire il descend, ça se superpose extrêmement bien avec les moments où la croissance du M2 est importante, faible ou au contraire négative. Donc, finalement, est-ce que ça a du sens? Oui, bien sûr que ça a du sens, puisque plus il y a de liquidité en circulation et plus les investisseurs ont de capital disponible à injecter dans des actifs considérés à risque. Alors oui, je sais qu'on aimerait dire que Bitcoin, c'est comme l'or, donc c'est une réserve de valeur et on va se précipiter sur le Bitcoin dans les moments où les marchés boursiers baissent pour protéger finalement son épargne, mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui et c'est pas ce qui s'est passé les 10 dernières années. Peut-être que ça finira par changer, peut-être qu'on aura davantage de corrélation entre Bitcoin et l'or par exemple, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et la majorité des investisseurs continuent de penser que Bitcoin est un actif à risque, donc on va s'exposer sur cet actif ou d'une manière générale sur la crypto-monnaie comme classe d'actifs à risque quand on a entre guillemets du cash en trop, d'accord? Quand on a fait ces investissements sécures, d'accord? Et qu'ensuite on a encore du RAB, qu'on dit j'ai du RAB, donc allez, je vais aller tenter des coups un petit peu plus risqués, où on est dans une économie qui se porte plutôt bien, donc je peux me permettre de prendre davantage de risques que dans les moments où l'économie est en contraction, et c'est à ce moment-là qu'on a des afflux de liquidités, le fameux M2, et là on a une explication beaucoup plus logique pourquoi dans ces moments-là
eh bien le prix du Bitcoin monte, et au contraire quand la liquidité se retire, d'accord, en tout cas que la croissance se ralentit, eh bien Bitcoin va souffrir en premier avant qu'on va commencer à vendre son Bitcoin avant de vendre sa maison. Voilà, pour le dire très simplement. Je sais que les Bitcoin maxi vont me détester quand je vais dire ça, et pourtant je suis un fan absolu de Bitcoin, mais je suis désolé les gars, quand les choses vont mal, on commencera d'abord par vendre ses Bitcoins et ensuite sa maison, et pas l'inverse. Donc, eh bien là, on a une explication économique de ces moments où le Bitcoin monte et descend qui, à mon sens, doit à minima s'intégrer dans la réflexion, même si évidemment il faut pas voir les choses de manière caricaturale et pas dire c'est que ça et rien d'autre. La réalité c'est que c'est un mix évidemment de plein d'éléments, mais je pense que c'était intéressant de vous faire découvrir aujourd'hui cet indicateur qui est donc la croissance du M2, pas uniquement le M2 mais sa croissance relative selon les périodes qui se coordonne très bien avec les mouvements de prix du Bitcoin. Et étudier ça, c'est avoir une flèche entre guillemets supplémentaire, une corde supplémentaire à votre arc dans l'étude des tendances pour simplement prendre des décisions d'investissement sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc pour terminer cette vidéo, on peut regarder que on a un retrait fort des liquidités, donc de nouvelles liquidités, donc une baisse de la croissance de l'injection jusqu'à même passer en négatif brièvement, qui correspond tout ça tapait bien avec le moment donné où Bitcoin est progressivement entré en bear market, et on a une inversion depuis qu'on est repassé en positif. Alors c'est très intéressant quand même de noter, et c'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui, parce que c'est quand même plutôt bon signe que le Bitcoin a réussi à repasser de 15 000 $ dans son point quasiment le plus bas, 15-16 000 $, jusqu'à aujourd'hui presque 90 000 $, dans un contexte finalement d'injection de liquidité, de croissance du M2 qui est assez faible comparé aux périodes précédentes et aux cycles précédents. Donc ça c'est plutôt intéressant, parce que ça veut dire que si on avait un accroissement du M2 dans les prochains mois et prochaines années, et c'est quand même plutôt envisageable, eh bien ça voudrait dire que potentiellement ça pourrait pousser Bitcoin encore plus fort, et le fait qu'il ait quand même réussi à faire un x4 dans ces conditions-là, eh bien ça augure quand même plutôt des bonnes choses pour la suite, et ça montre à quel point il est résilient, et ça peut montrer aussi cette fameuse peut-être début de transition vers un actif considéré comme un risque, extrêmement risqué, vers quelque chose qui est davantage dans une épargne de long terme pour stabiliser tout simplement sa valeur patrimoniale. Est-ce que c'est le début de cette transition dans la perception de Bitcoin? Je ne sais pas. En tout cas, globalement, c'est plutôt bon signe pour la suite de l'année pour Bitcoin. Évidemment que c'est quelque chose qu'on continuera de surveiller avec attention. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Apportez des éléments de réflexion complémentaires dans les commentaires. Avant de partir, pouce en l'air, abonnez-vous et rejoignez le Discord de Stradogy pour recevoir nos signaux de trading et d'investissement sur les crypto-monnaies, et rejoindre simplement la communauté et toute la valeur qu'on a à vous apporter pour mieux comprendre, mieux trader, mieux investir sur les crypto-monnaies. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut!